Donc on est toujours dans la 9e ambiguïté, qui consiste à dire, selon les détracteurs de l'islam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et donc là, on a vu un nouvel argument pour appuyer leur ambiguïté, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en rupture avec les prophètes précédents. C'est-à-dire que selon eux, lorsqu'on regarde la vie de Moïse, avec les 10 commandements, les injonctions des 10 commandements, lorsqu'on voit la vie de Jésus et son comportement, et qu'on regarde la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, on voit qu'il y a une rupture totale. Pourquoi? Parce que Moïse et Jésus, selon eux, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, appellent à la paix, à l'harmonie, à l'amour, à la douceur, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, quand on regarde sa vie, c'est la guerre, c'est la haine, c'est la violence, etc. Et donc, selon eux, c'est le contraire du message précédent. Et donc, ça montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en plus de ne pas être un prophète, n'est pas un homme de bien, selon eux. Et donc, nous, on répond à cela, premièrement, en disant que, évidemment, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, et en plus d'être un prophète, c'est le meilleur des prophètes et le meilleur des hommes de manière absolue. On a vu dans les vidéos précédentes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne contredit en rien les 10 commandements. C'est-à-dire que lorsqu'on lit l'Ancien Testament et qu'on voit les caractéristiques d'un prophète, on a vu précédemment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam coche toutes les cases de la prophétie selon l'Ancien Testament. Et donc, dire ce qu'il dit, c'est un mensonge. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes. Donc, on a vu dans une vidéo précédente en quoi les textes montrent cela. Donc, ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est le Coran et la Sunna. Parce qu'on est des musulmans, et encore une fois, on a dit que ces séries de vidéos, c'est pour les musulmans. C'est pour tous les musulmans qui ont des doutes dans leur cœur, dans leur foi, et malheureusement, à cause de leur ignorance, ils ont certaines ambiguïtés. Et donc, on a montré que les textes montrent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des messagers. Là, maintenant, une fois qu'on s'est adressé aux musulmans, et que les musulmans ont la certitude de cela, il y a aussi des non-musulmans qui vont regarder ces vidéos-là, et donc, toute personne douée de raison, qui se pose sans parler avec ses passions, avec la haine, et qui réfléchit, va comprendre pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes de manière absolue. Donc on va aborder cela calmement. Et on va parler à ceux qui s'attaquent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pour les musulmans, quand ils tombent sur des gens qui attaquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur montrer comment répondre, calmement sans s'énerver. Donc lorsqu'un musulman entend un ennemi de l'islam parler mal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se moquer de lui, ou affirmer des choses négatives sur lui, ou prétendre que c'est pas un grand homme, il ne doit pas s'emporter. Il ne doit pas s'énerver. Pourquoi? Parce que la colère n'éclaire rien. Et l'émotion, ça convainc personne. Au contraire, il faut rester calme et rationnel. Et simplement poser une question très simple. Dès que vous avez quelqu'un qui attaque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut lui poser une question simple. Selon toi, ô toi qui insulte le prophète d'Allah, ô toi qui insulte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les grands hommes et les grandes personnalités de l'histoire? On lui pose une question simple. D'accord. Pour toi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un grand homme. D'accord. Est-ce que tu peux me mentionner une liste non exhaustive de 5, 6, 10 personnes qui, pour toi, selon toi, sont des grands hommes qui ont marqué l'histoire et qui ont marqué l'humanité? Donc, il n'y a aucun doute qui va vous donner une liste. Et cette liste-là, consciemment ou inconsciemment, c'est obligatoire. Elle ne va jamais sortir de 2 grandes catégories d'hommes. Et c'est à partir de cela que vous allez commencer une discussion objective, rationnelle et équitable. Encore une fois, tous les ennemis d'islam, il faut les faire parler. Il ne faut pas être au banc des accusés. Parce qu'ils accusent le prophète Mohammed sallam, mais ils ne proposent rien. Et donc nous, on est à se défendre, mais ils n'ont rien à proposer. Non, il faut sortir de ça. Il faut lui dire, d'accord, si tu veux, le prophète Mohammed sallam, c'est pas un grand homme, d'accord. Donne-moi, selon toi, qui sont les grands hommes. Et quand il va donner une liste, ces hommes-là, ils ne vont pas sortir de 2 catégories. Ça, c'est les 2 manières universelles de définir un grand homme. La première raison pour laquelle une personnalité, un homme, est considéré comme un grand homme de l'histoire, c'est parce que c'est des hommes qui ont connu le pouvoir, la guerre et les conquêtes. C'est-à-dire que cet homme-là, en fonction de la personnalité que vous avez en face de vous, il va vous donner des noms, et ces gens-là, ils ne vont pas sortir de 2 catégories.
La première catégorie, ça va être forcément des hommes qui ont eu le pouvoir, qui ont fait des guerres et des conquêtes. Donc ça, c'est les figures marquantes de l'histoire, qui sont admises pour leur capacité exceptionnelle dans l'art de la guerre, leur sens stratégique, leur autorité et leur aptitude à bâtir ou transformer des empires. Ces hommes-là, ces grands hommes-là, ils ont façonné le monde par la force, par les conquêtes et par la domination politique ou militaire. Et malgré leur violence, malgré le sang, malgré les destructions liées à leur parcours, ils sont aujourd'hui admirés, respectés et étudiés. Parmi eux, Alexandre le Grand. Donc, Alexandre le Grand, en moins de 13 ans, il a conquis l'un des plus vastes empires de l'Antiquité, de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde. Il n'a pratiquement jamais perdu de bataille et a profondément marqué l'histoire militaire et politique du monde antique. Et donc aujourd'hui, quand on dit quels sont les grands hommes, des gens vont vous dire, s'ils sont cultivés, ils vont vous dire Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, il est connu pour les conquêtes et pour la politique. Autre exemple, Gengis Khan. Gengis Khan, il a unifié les tribus mongoles et fondé le plus grand empire terrestre connu de l'histoire. Par ses conquêtes, ses armées ont dominé une immense partie de l'Asie et de l'Europe, en transformant durablement l'équilibre géopolitique du monde. Donc il a tellement dominé une partie du monde que par cette cause-là, il y a eu l'équilibre géopolitique. Parce que ce qui cause des problèmes géopolitiques, c'est quand il y a des idéologies, quand il y a des armées, quand il y a des pays qui s'opposent. Mais lui, il a tellement dominé une grande partie du monde que dans ces régions-là, il n'y avait plus rien. Donc il a imposé sa force. Autre exemple qu'on connaît bien en France, Napoléon Bonaparte. Donc Napoléon Bonaparte, il est parti de presque rien. Et il est devenu empereur. Et il a dominé l'Europe pendant plus d'une décennie. Il a remporté des dizaines de batailles, des batailles majeures connues dans le monde. En France aujourd'hui, on a encore des vestiges de cela. Il y a des monuments, il y a des stations de métro, de RER, d'accord, Iéna, Austerlitz. Il y a énormément de rues qui sont des noms des généraux de Bonaparte. Vous allez dans les maréchaux, autour du périphérique, le boulevard Bessières, il y a une station de métro qui s'appelle Duroc. Duroc, c'était un général de Napoléon. Quand vous vous baladez dans Paris, vous allez voir les vestiges, vous allez voir les traces de Napoléon. Et donc ça montre que c'est un homme respecté par la France. Il a infligé à Rome ses plus grandes défaites. Il a dominé l'Espagne. Il est parti jusqu'en Russie. Imaginez-vous, la France, il est parti jusqu'en Russie, avec l'intention de prendre Moscou. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Un seul homme, qui n'est pas roi, qui n'est pas né d'un sang royal, il est parti de rien. Ce qu'est la France aujourd'hui, il en a une grande part. Et la France d'aujourd'hui doit énormément à Napoléon, en termes de politique, de culture, d'éducation, etc. Donc pour la France, Napoléon Bonaparte est un grand homme. Et à la base, c'est un homme de guerre. À la base, c'est un homme qui est enrôlé dans l'armée française. Il a eu des batailles, il a gravi des échelons, et il a fait un coup d'État, et il a pris le pouvoir, il est devenu premier consul, et ensuite, il est devenu empereur des Français. Autre exemple, on a Hannibal. Il est considéré comme l'un des plus grands stratèges de l'Antiquité. Il a fait énormément de guerres stratégiques contre l'Empire romain. Donc, les guerres puniques contre Rome. Il a mené des campagnes audacieuses en traversant les Alpes avec une armée comprenant des éléphants de guerre. Et donc, il a infligé à Rome des sévères défaites. Et aujourd'hui, c'est un modèle dans l'art de la guerre, dans la stratégie guerrière, dans les tactiques. Et donc, c'est pour ça qu'à juste titre, certains considèrent Hannibal comme un grand homme. Ensuite, on a Jules César. Jules César, il a conquis la Gaule, étendu considérablement le territoire de Rome et a posé les bases de l'Empire romain. C'était un général, un homme politique et un stratège exceptionnel. Son influence a changé à jamais le cours de l'histoire européenne. Donc quand on parle de grands hommes, d'hommes influents qui ont marqué l'histoire, Jules César en fait partie. Encore une fois, on ne parle pas de Aqidah, on ne parle pas de croyance. On parle des gens qui ont eu de l'influence dans l'histoire. Il y a eu un avant et un après. Leur passage a marqué l'histoire à tout jamais. C'est ça, quand on parle de grand homme, c'est ça. On ne parle pas de est-ce que c'est un musulman, est-ce que c'est un Hélène Bon Aqidah, on ne parle pas de ça. On parle des faits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé la paix, il a fait la guerre, il a conquis des pays, etc. C'est ça qu'on parle quand on dit grand homme.
Là, on ne parle pas de la Aqidah, du Minhaj, etc. Et dernier exemple d'homme, de guerre, de stratège, etc. Il y a Louis XIV, évidemment, car on est français, on est francophone. On va généralement rester sur des exemples francophones. Parce que, encore une fois, si quelqu'un débat avec vous, généralement, il va vous citer des gens qui sont proches des Français ou en tout cas des francophones qui sont connus. Donc Louis XIV, évidemment, on ne peut pas y échapper. Louis XIV, il a régné plus de 70 ans. Et il a fait de la France la première puissance européenne de son époque. La France avait énormément de problèmes d'argent, de finances, quand il a récupéré la France. Et il en a fait, à sa mort, la plus grande puissance européenne. Il a centralisé le pouvoir. Il a renforcé l'État. Il a imposé la France comme référence politique, militaire et culturelle en Europe. C'est-à-dire qu'après Louis XIV, la France, tout le monde savait la positionner dans la carte. Tout le monde respectait la France. Et encore une fois, ça, il l'a pas fait avec des bisous et des canons. C'est lui qui a fait les Invalides. Aujourd'hui, les gens prennent en photo, qui est sur la ligne 13, oh, les Invalides, etc. Mais comme son nom l'indique, les Invalides, c'est parce que dedans, il y avait des gens invalides. Et comment ils sont devenus invalides? À cause des bisous? Des câlins? De l'amour? Non. Ils sont devenus invalides à cause de la guerre. Et ils ont parcouru l'Europe, tué des gens, des milliers de gens, pour imposer la domination française. Et donc ces gens-là, quand ils étaient blessés, ils allaient aux Invalides. Je ne pense pas qu'il y ait un Français qui connaît un minimum l'histoire de France. Lorsqu'on va lui demander est-ce que Louis XIV est un grand homme, je ne pense pas qu'il va vous dire non. Je ne pense pas qu'il va vous dire non, Louis XIV, c'est pas un grand homme. Parce que quand on considère les gens comme des grands hommes, la première catégorie, ça va être des gens stratèges, de guerre, de pouvoir, qui ont pu imposer soit un empire, soit un royaume, etc. Deuxième catégorie, c'est des hommes connus pour leurs idées, leurs pensées ou leurs croyances. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et donc, quand quelqu'un va vous citer une personne qui considère comme un grand homme, soit il va être dans la première catégorie, soit il va être dans la deuxième catégorie. Donc c'est des hommes qui sont devenus célèbres pour leur théorie, leur philosophie, leurs convictions ou leur vision du monde. Ils ont influencé les sociétés par la pensée, la réforme, l'enseignement ou la mobilisation morale. Donc ça peut être dans plusieurs domaines. Par exemple, le domaine scientifique, comme Isaac Newton. Donc Isaac Newton, il a posé les bases de la physique classique et formulé les lois de la gravitation universelle et du mouvement. Et ça, c'est une base de la science moderne. Et ça a structuré la science pendant plus de 2 siècles. Donc son travail, il a profondément changé la manière dont l'humanité comprend l'univers. Il y a également Albert Einstein. Albert Einstein, il a révolutionné la physique moderne avec la théorie de la relativité. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les débats, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un imposteur, ça ne nous intéresse pas. On parle de manière générale. Les gens, ils connaissent Albert Einstein. Les dessous de sa théorie, etc., ça, c'est pas nos affaires. Cette théorie, elle a bouleversé la compréhension du temps, de l'espace, de la matière, de l'énergie. Et son influence, l'influence d'Albert Einstein, elle a dépassé largement la science. Et elle a marqué la pensée contemporaine. Donc ça, c'est des gens qui sont considérés comme des grands hommes dans les domaines des sciences. Mais il y a aussi dans la philosophie. Il y a des gens qui considèrent un grand homme par leur philosophie. Encore une fois, on ne rentre pas dans le domaine religieux. On ne dit pas, ouais, lui, il est musulman, lui, il n'est pas musulman, lui, c'est la mécréance. Non. Là, on parle de quelqu'un en face de vous qui n'a pas vos idées. Il n'est pas musulman, il déteste l'islam. Et quand tu lui dis c'est quoi un grand homme, il va vous dire sûrement des philosophes ou des scientifiques et il ne va pas vous parler de Aqidah. Donc, dans le domaine de la philosophie, il y a Socrate. Donc, Socrate, il a posé les fondations de la philosophie morale occidentale en faisant de la recherche de la vérité et du questionnement critique un pilier de la pensée. Même si malheureusement aujourd'hui, c'est plus trop le cas quand on voit ceux qui veulent débattre avec les musulmans. Donc Socrate, il a fait de la recherche de la vérité un pilier, de rechercher la vérité à chaque fois. Sa méthode de dialogue est encore aujourd'hui au cœur de l'enseignement philosophique. Quand vous faites de la philosophie, à l'école ou à l'université, etc., vous ne pouvez pas vous passer de la pensée de Socrate lorsque vous faites de la philosophie. Il y a aussi également Confucius, par exemple. Confucius, il a profondément façonné la culture, la morale et la pensée politique de l'Asie. Encore aujourd'hui, en Asie, en Chine, en Japon, etc., pensée de Confucius a énormément d'influence dans cette région du monde. Un peu moins en Europe,
Mais Confucius, ça a été la base, surtout en Chine, pendant des siècles. Donc son enseignement, c'était basé sur l'éthique, la famille, l'ordre social, et encore aujourd'hui, ça influence cette région du monde. Ensuite, on a des gens qui ont eu des pensées dans la politique. Ils ont voulu réformer la politique avec des théories concernant la politique. Et il y a, par exemple, Karl Marx. Karl Marx, ses théories ont transformé la pensée politique, économique et mondiale. Et ces théories, ils ont inspiré des révolutions, des États et des systèmes politiques. Aujourd'hui, on dit de certaines personnes qui sont marxistes. Ces pensées ont eu tellement d'impact qu'elles ont influencé des États, des régimes politiques, etc. On a également Nicolas Machiavel. Machiavel, il a profondément influencé la pensée politique moderne. Pourquoi? Parce qu'il a fait des livres en analysant le pouvoir et la manière de l'utiliser de manière réaliste et pragmatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a l'expression « il est machiavélique ». Donc ça vient de Machiavel. Pourquoi? Parce qu'il s'est posé et il a théorisé la politique sans mettre les émotions, en disant, voilà, si tu es, par exemple, avec son livre Le Prince, il donne des conseils aux dirigeants. Voilà, si tu veux dominer quelqu'un, fais comme ça. Tu veux faire ça, fais comme ça. Tu veux dominer dans la guerre, fais comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est machiavélique. Parce que là, il n'y a pas les émotions. S'il faut dominer, s'il faut tuer, s'il faut asservir pour arriver à ses fins, c'est comme ça. Il faut y arriver. Donc, il a théorisé la politique, entre guillemets. Et il a donné les bases de la science politique moderne. Donc, on ne peut pas se passer de Machiavel quand on veut être politique. Je pense que tous les hommes politiques qui dominent aujourd'hui le monde ont dans leur bibliothèque des livres de Machiavel. Encore une fois, ça, c'est des gens qui ont influencé. On ne parle pas de c'est des gens de bien, ils sont gentils, ils ont une bonne rapida, ils vont aller au paradis, ils vont aller en enfer. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de parler de l'influence qu'ils ont laissée, que ce soit en bien ou en mal. Mais c'est possible que des gens en face de vous, lorsque vous leur demandez qui sont les grands hommes, ils vont vous dire ce type de personnes, comme Marx ou comme Machiavel. Ensuite, on a une autre catégorie, c'est les humanistes et des gens qui ont tout connu pour leur morale. Par exemple, on a Gandhi. Gandhi, c'est par exemple l'exemple le plus connu quand on va parler des gens pacifiques, etc., l'humanité, etc. Même si, quand on regarde sa vie, ça donne pas envie. D'accord? Mais on parle de manière générale, dans l'esprit des gens, en tout cas, c'est ça. Donc Gandhi, il a conduit l'Inde vers l'indépendance en s'appuyant sur la non-violence et la résistance pacifique. Et il est devenu un symbole mondial de la lutte morale contre l'injustice. Donc c'est devenu un symbole de la lutte non violente. Autre exemple, Martin Luther King. Martin Luther King, ça a été une figure centrale de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Il a défendu l'égalité et la justice entre les citoyens. En l'occurrence, blancs et noirs, mais de manière générale. Et il a fait ça avec des moyens pacifiques et un discours moral et puissant. Autre exemple célèbre, Nelson Mandela. Donc Nelson Mandela, il a fait des années de prison, des décennies de prison. Et il a conduit l'Afrique du Sud hors de l'apartheid. Et il a incarné la réconciliation nationale entre les Blancs et les Noirs qui vivaient en Afrique du Sud. Et il est devenu un symbole universel de justice, de pardon et de dépassement de la haine. Donc ça, c'est les deux manières d'être un grand homme. Vous n'allez pas trouver une troisième manière. Ou alors, ça va être ridicule. Si quelqu'un dit oui, un grand homme, c'est mon père parce qu'il m'a aimé, etc., on ne parle pas de ça. On parle des gens qui parlent sérieusement. Quand tu lui dis, donne-moi une liste de grands hommes, selon toi, parce que pour toi, le prophète Mohammed sallam, c'est pas un grand homme, d'accord. Donne-moi la liste de ces grands hommes. Pour toi, tu dis, lui, c'est un homme, il a révolutionné son époque, et encore aujourd'hui, il a de l'influence, etc. Donne-moi la liste. Et vous allez voir dans cette liste-là, tous les hommes qu'il va mentionner, s'il le fait sérieusement, ils ne vont pas sortir de ces deux catégories. Et donc, une fois qu'on a posé les bases, là, on va pouvoir montrer par A plus B que ce qu'il dit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la passion et c'est de la haine gratuite. Parce que les hommes qu'il a mentionnés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus grand qu'eux. Et on va voir cela dans une autre vidéo, Inch'Allah Azza wa Jal, pour pas que ce soit trop long.